Bruno Retailleau, bonsoir. Bonsoir Darius Rolbin. Nous nous retrouvons en Vendée, tout près du lieu où vous avez grandi. Je crois que c'est juste là derrière les collines, à Saint-Malo-du-Bois. Exactement, c'est une petite commune. Je suis de quelque part, je suis d'ici. Je suis de Vendée. Depuis que je suis né, j'ai grandi à Saint-Malo-du-Bois, dans une commune rurale de 1600 habitants. Je vis dans la ferme que mon grand-père avait achetée avant la guerre. Donc je suis quelqu'un d'enraciné. Le jour où vous faites acte de candidature à la présidence de la République, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Totalement déterminé. Avec un sentiment de gravité, si j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est parce que je ne supporte plus de voir mon pays qui est en train de s'effacer, qui est en train de s'affaiblir et les Français de s'appauvrir. Je pense, et je l'aime ce pays, et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Quand je regarde des pays d'Europe du Sud, leur retour sur la scène, notamment européenne, en quelques années, ils se sont redressés. Eh bien, moi, je pense que la France a beaucoup plus d'atouts, mais il va falloir renverser la table. C'est aussi le sens de ma candidature. On en parlera dans le détail, chapitre par chapitre. D'abord, le panorama général. Le chemin est long, hein, et vous allez prendre des coups, et des coups d'abord de votre camp. J'en reçois déjà. J'ai l'habitude. Je ne suis pas un perdreau de l'année quand vous me questionniez la raison pour laquelle on est ici. C'est ici que je vis et c'est ici qu'a eu lieu ma première élection. Mon parcours politique commence ici, quand j'avais été élu au Conseil général, comme conseiller départemental à l'époque. Et là, attendez, là, ça va être feu. Là, ça va être feu sur Retailleau, y compris dans votre camp. Les vauquiésistes, vos adversaires, voilà, ils vont ouvrir le feu là dans les minutes qui viennent. Et vous savez, quand on se porte candidat à l'élection présidentielle, on sait tout ça. Et je ne le fais pas pour moi. S'il le faisait pour moi, si je le faisais simplement par envie de le faire, je crois qu'effectivement, je pourrais m'inquiéter. Je le fais pour la France, pour le pays que j'aime, qui est ma patrie, qui est en mauvaise position, et je veux le meilleur pour elle. Quand j'étais au ministre de l'Intérieur, j'ai vu les points de blocage. Je sais désormais ce qu'il faut déverrouiller, les textes à prendre, les décisions aussi à prendre. Est-ce que ça veut dire que vous serez candidat jusqu'au bout ? Je suis candidat pas pour moi, une fois de plus. C'est un long mûrissement. Je le suis pour mon pays. Et je porte un projet qui est un projet singulier. Je ne vois pas d'autres porter le même projet. On en parlera dans quelques instants. Je veux dire, pardon, jusqu'au bout, au sens à la Chirac, même si les sondages sont mauvais, même si on doute pour l'instant, on verra ce qu'il en est les prochains jours, mais même si à la fin de la fin, vous êtes en difficulté, jusqu'au bout, vous tiendrez. C'est une candidature pour aller jusqu'au bout ? C'est une candidature pour la France, pour les Français. En portant un projet avec des convictions. Vous savez, on peut me critiquer, évidemment, mais je n'ai jamais changé de conviction. Ma ligne, elle sera droite, elle sera claire, elle sera nette. Et je pense qu'elle correspond à ce que veulent les Français, aux aspirations des Français, et elle correspond aussi aux solutions pour redresser mon pays, la France. Comment se met-on en condition ? Ça passe même par quelque chose de physique, d'intime, de personnel. On se rappelle François Hollande qui avait maigri, alors, ça s'est gâté un petit peu après. Le Pen qui avait porté ses cheveux en arrière. Je me rappelle Mitterrand qui avait limé ses canines. Se mettre en condition, être candidat, c'est autre chose. Pour vous, c'est quoi ? Pour moi, il ne s'agit pas de maigrir parce que ça poserait quelques difficultés. Et je pense que c'est un moment de vérité. Et je suis ce que je suis et je ne changerai pas. Je porterai mes idées, je porterai mes convictions. Simplement, il faut que les Françaises et les Français comprennent bien mon état d'esprit. Quand je dis que c'est un long mûrissement, le sentiment qui m'habite, c'est la gratitude. C'est la gratitude parce que mon père a été maire de cette petite commune, mon grand-père a été blessé en 14-18, et moi, voyez, je pense que ce sont les autres qui nous font. Et je suis imprégné par cela et par cette idée que j'ai eue très tôt d'ailleurs, de rendre quelque chose que l'on m'avait donné. Je pense que nous sommes les héritiers de générations qui ont bâti la France, à la sueur de leur front, et parfois au prix de leur sang. Eh bien moi, je pense que chaque génération a une tâche à accomplir, un devoir. Et la nôtre, c'est de redresser le pays. Et je me présente devant les Français avec cet état d'esprit. Vous faites une réponse très retailliste, hein, ça me frappe. D'autres, d'ailleurs le choix de la Vendée, d'autres auraient dit surtout pas la Vendée, parce que la Vendée ça ramène au Retailleau, Cateau, je parle du Retailleau de caricature, on verra après si elle est vraie ou pas, mais Cateau, Réac, Vendéen, etc. D'autres auraient dit surtout pas, essayer d'être différent, surprendre, non, c'est là. C'est ce que m'a dit une partie de mon entourage, mais moi je ne veux pas faire de marketing. Si je me présente, c'est pour dire la vérité.
la vérité sur moi-même d'abord aussi. Pas seulement la vérité sur les idées, les solutions, les propositions que je vais porter, mais je ne ruserai pas, je ne tricherai pas, je ne voudrais pas séduire, voyez, les Français par des artifices de communication, Et en par même des temps, postures théâtrales. vous savez bien qu'il faut sortir de soi, mais si on est candidat, le Chirac de manger des pommes, qui tout à coup était devenu un personnage un peu bonhomme, alors que quelques années avant, on disait facho Chirac, Macron, venu de la gauche, qui charme les bourgeois de droite. Il faut sortir de soi, vous allez devoir sortir de vous-même. Ah ben bien sûr. Alors moi, je ne mangerai pas des pommes, il faudra manger du lion. Parce qu'une élection présidentielle, aujourd'hui, vous savez, Darius Rochebin, je le dis aussi vraiment très sincèrement de ce que je ressens aux Français, jamais, jamais, une élection aurait été aussi importante que celle qui vient de 2027. Parce que je pense qu'il ne va pas simplement falloir choisir un homme ou une femme, c'est le destin de la France qu'il va falloir choisir. Est-ce que collectivement, on va retrousser les manches et on va se dire, eh bien voilà, nous, on ne va pas partir à la guerre. Notre génération, à nous, c'est d'essayer de transmettre une France meilleure à la génération suivante. C'est là que tout va se jouer. Avant de rassembler au-delà, vous devez rassembler votre propre camp. Est-ce qu'il faut avouer d'abord que c'est mal parti? Vous avez un parti divisé, c'est-à-dire qu'au sein de votre parti, c'est comme dans Lucky Luke, il y avait les Houtimines et les Ouaras, je crois. Là, il y a les retaillistes et les vauquiésistes. Mais vous savez, la droite, elle est terrible. Elle a quelque chose de gauloise. Souvenez-vous, vous parliez de Jacques Chirac. Vous vous souvenez de la guerre Chirac-Giscard. Ensuite, avec Balladur, avec Sarkozy-Villepin. Malédiction. Voilà, non mais ce que je veux dire, c'est que quand on se présente à une élection présidentielle, je me présente, moi, face aux Français. Voilà. Pas seulement, évidemment, je suis fier de ce que je suis, et de ma famille politique, des militants, des sympathisants, mais je serai d'abord moi-même, et je proposerai ma ligne face aux Français. Avez-vous l'autorité? Dans votre propre parti, vous avez de la peine à tenir les gens. Je rappelle quand même qu'il y a toute une partie, notamment les députés, qui sont plutôt du côté de Wauquiez. Vous n'avez pas réussi à leur imposer la censure du gouvernement. Vous voulez gouverner la France et vous n'arrivez pas à gouverner votre propre parti. Mais c'est simplement parce qu'aujourd'hui, on a une situation qui est totalement confuse. Et si je me présente, c'est aussi pour tenir cette ligne que je veux porter moi-même. Les députés ne souhaitaient pas faire la censure. Moi, je me la suis appliquée à moi-même, la censure. J'ai démissionné du gouvernement. J'ai claqué la porte parce que j'estimais que Sébastien Lecornu voulait faire une politique de gauche. Était l'otage, finalement, de monsieur Faure. Voilà, premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc j'étais rentré au gouvernement, moi, pour faire blocage à une politique de gauche. J'en suis parti lorsque j'ai vu que la gauche allait prendre la main sur les affaires du pays. Vous dites tout changera. Est-ce que ça veut dire aussi que vous espérez revenir à l'esprit de la Ve République? À votre place, il y a quelques jours, il y a Gabriel Attal qui disait non. D'une certaine manière, on est entré dans le temps des coalitions, comme ça existe en Allemagne, en Italie. Il y aura, bien sûr, la Ve survivra, mais l'esprit va changer. Non, pour moi, ce qu'a fait Emmanuel Macron, notamment avec la tripartition du paysage politique, avec une sorte de bloc central et deux ailes radicales, c'est une mauvaise chose, parce qu'on a mis en réalité nos institutions de façon, comment dirais-je, de façon minoritaire, puisqu'on a introduit le fait minoritaire, alors que les institutions sont faites pour le fait majoritaire. Donc, pardon, vous rêvez d'une grande vague bleue, comme elle a pu avoir lieu en d'autres temps, c'est-à-dire vous êtes élu, le scénario, vous êtes élu, et ensuite il y a une vague bleue avec une vraie majorité, ça paraît tellement loin. Bien sûr, bien sûr. Et je rêve d'un clivage droite-gauche qui soit clair. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien, ce que nous laisse Emmanuel Macron, c'est cette tripartition, un bloc central, deux ailes radicales. La démocratie, c'est la possibilité d'une alternance. Mais alors l'alternance, s'il devait y avoir l'alternance, ça serait seulement pour une aile radicale, de gauche ou de droite? Non. Avant ça, encore une fois, il faut que dans votre camp, les choses se passent. Est-ce que ça veut dire c'est une candidature aux primaires ou c'est une candidature dans tous les cas jusqu'au bout, avec ou sans les primaires? Je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai fait voter des statuts qui sont très très clairs. Je tiens à la démocratie, j'en reparlerai parce que je pense aujourd'hui que la démocratie va mal en France parce que le peuple ne décide pas de son destin. Mais moi, les statuts LR disent à l'article 21 quelque chose de très clair. Ce sont les adhérents qui devront se déterminer et je me plierai. Donc il y aura des primaires. Ce que les adhérents décideront par leur vote, je m'y plierai. Je ne peux pas être plus clair. Et je gagnerai d'ailleurs. Si jamais il y avait une primaire. Pas si clair que ça. Les adhérents, quoi. Ils voteront, mais sous quelle forme si ça n'est pas une primaire? C'est tout le travail qu'un groupe animé par Gérard Larcher, Roger Karoutchi est en train de faire. Ils auditionnent les uns et les autres. Ils feront une proposition et il y aura un vote. Voilà.
Vous avez été entendu là dans cette Et commission? j'ai été entendu en début de semaine. Là, aujourd'hui, vous voyez bien, Laurent Wauquiez va tout faire pour vous flinguer, en bon français. C'est vous qui le dites. Mais Vous avez un doute? Mais Vous peu avez un doute? m'importe, je vais vous dire, peu m'importe. Peu m'importe, croyez-moi. C'est la vieille histoire, France- pardon, c'est Carin et Abel. Là, du point de vue d'un parti qui n'est plus. Alors, vous avez une très bonne implantation régionale, mais enfin, du point de vue national, vous avez beaucoup réduit. Et être réduit et divisé, ça fait beaucoup. On a toujours été divisés. Simplement, c'est les Français qui jugeront. Moi, je me présenterai avec mes convictions, avec des propositions très claires que je ferai, et j'avance. Désormais, je vais tracer ma route. Voilà, je trace ma route. Aujourd'hui, expliquez-nous bien. Donc, les adhérents voteront, à un moment donné, ils voteront. Oui. Donc, c'est bien une primaire. Non, la primaire, ils voteront sur une formule qui leur sera proposée par le comité qui est en train de travailler, en disant, voilà, ce que vous voulez, que ce soit tel ou tel, ou peu importe. Mais pour les LR... Qu'est-ce que vous nous racontez? Ça sent un peu la manière un peu à la Mitterrand ou à la Chirac. D'ailleurs, ça a marché à beaucoup de cas, où on tient le parti, on le tient bien, et on est le candidat quoi qu'il arrive. Mais on est le candidat si les adhérents le souhaitent. Oui. Et je vais me présenter, avant de me présenter devant les Mais Français... une élection de parti, vous savez comme moi, Bruno Taillot, ça s'organise un peu. Je ne veux pas dire manipule le respect au parti, mais enfin, attendez, c'est pas tout à fait la même chose qu'une vraie primaire très publique où de très large manière tout le monde vote. Darius Rochebin. D'abord, moi, je pense que notre famille LR, on va porter un projet qui est singulier. On va en parler dans quelques instants. Et j'entends que notre famille soit représentée à l'élection présidentielle. On a 130 000 adhérents. On est le plus grand parti en termes d'adhérents, pas encore en termes d'électeurs. Il va falloir qu'ils le deviennent. Ça va être ma tâche. Mais c'est une vraie démocratie interne. Moi, je ne vais pas... Tout à l'heure, je vous dirai que je veux rétablir la démocratie française pour que le peuple français puisse enfin décider. Eh bien, je veux aussi que cette démocratie, elle s'exerce dans mon propre parti, dans ma famille politique. Bruno Retailleau, le grand parti numériquement, c'est le RN. C'est le RN aujourd'hui. Madame Le Pen ou Monsieur Bardella, que sont-ils pour vous? Adversaires, ennemis, partenaires éventuels? Est-ce que vous vous souvenez, c'était au mois de septembre, d'une émission que vous animiez avec Madame Le Pen. Vous lui posez une question judicieuse. Et vous lui dites, Madame Le Pen, si vous aviez à choisir entre M. Olivier Faure, PS, et M. Retailleau, qui choisiriez-vous? Et là, il y a du blanc. En réalité, elle a toujours dit qu'elle n'était pas de droite. Et il y a des choses qui nous séparent. Moi, je porte un projet qui est différent. Elle est socialiste sur le plan économique. Je veux simplement dire qu'en 48 heures, ils ont été capables, au budget, de voter, les députés RN, 34 milliards de taxes, la foire aux taxes. Quand on avait voté au Sénat les 15 heures de contrepartie du RSA, parce que pour moi, une allocation sociale, c'est pas un dû, ils avaient refusé de le voter. Elle est socialiste sur ce plan-là. Et après, il y a le sérieux quand même. Ils ne sont pas sérieux? Écoutez, citez-moi un exemple d'un sujet où ce parti n'est pas changé d'avis. Ils flottent en réalité sur la vague populaire. Soyons honnêtes, si c'est le cas, ils ne sont pas les seuls. Écoutez, allez voir mes votes, allez voir mes déclarations, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, Darius Rochebin, et vous verrez que cette ligne qui est la mienne aujourd'hui, elle l'a toujours été. Cela étant, il faudra clarifier, oui ou non, par exemple, est-ce qu'il est imaginable un jour d'avoir des ministres RN? Vous, président de la République, est-ce que vous imaginez nommer un gouvernement dans lequel entreraient des ministres RN? Moi, président de la République, je dissoudrai très vite l'Assemblée nationale pour faire en sorte qu'on réduise le moment entre l'écart entre les deux élections, deuxième tour de l'élection présidentielle, premier tour des législatives, pour qu'il y ait un élan et que je dispose d'une majorité. Mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce que c'est un tabou? À la question. Beaucoup d'autres à votre place diraient non, c'est inimaginable que je nomme des ministres RN dans un gouvernement où il y aurait bien sûr des LR et d'autres. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que la première condition pour relever la France, y compris sur l'ordre public, c'est la prospérité. Le projet du Rassemblement national appauvrira la France et augmentera la dette. Vous ne me répondez toujours pas. Eh bien, je vous réponds. Du coup, il n'est pas question de composer un gouvernement bigarré. Je voudrais un gouvernement... On a vu ce que ça faisait avec Emmanuel Macron. C'était le « en même temps ». Pas de « en même temps » avec moi. Encore une fois, la clarté. C'est sur le principe que je vous interroge. Est-ce que, parce que vous savez bien que c'est ça le sujet, c'est-à-dire, pardon, si vous n'avez pas de majorité absolue, parce que c'est ça la question, est-ce que vous imaginez le secrétaire général de l'Élysée sur le perron dire un tel RN, ministre de l'Intérieur ou ministre de tel ou tel
Comme on dit en Vendée, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Ah, c'est un grand si. Donc, Quand on regarde l'état actuel de l'Assemblée, c'est quand même un si assez probable. Je pense que c'est le en même temps d'Emmanuel Macron qui nous a conduits là. Et si je suis candidat, les électeurs c'est pour qui votent être souverainement. élu. Emmanuel Macron n'a pas mis une Kalachnikov pour les forcer à voter comme ça. Mais je pense, si par son comportement, parce qu'il a tout brouillé. Il a tout brouillé. L'électeur est intelligent, il fait ce qu'il veut. Mais il a brouillé les lignes. C'est pas l'Élysée qui dit aux gens comment voter. Non, mais en brouillant les lignes, cette confusion, en réalité, a fait que les Français ne se sont pas mobilisés. Parce qu'en 2022, souvenez-vous, avec l'Ukraine, il n'a pas fait campagne et il a raté sa dissolution en 2024. C'est la conséquence de ces choix-là. Ah, attendez, brouiller pour brouiller, regardez ce qui se passe chez vous. C'est-à-dire qu'on assiste, notamment à Nice, à tel de votre parti qui soutient un apparenté RN. Est-ce que ça donne le ton de ce qui peut se passer ailleurs en France ? Bien sûr, je me présente à une élection qui est encore une fois décisive pour la France, avec des solutions. Eh bien, j'aurai une majorité, si je suis élu président de la République, et je le serai, à l'Assemblée nationale, pour mener les réformes importantes qu'il faudra mener. Vous voyez, quand on a des projets qui sont différents, on ne peut pas marier l'eau et l'huile aussi facilement que vous le dites. Ça, c'est une approche politicienne. Disons les choses autrement. Est-ce que le front anti-RN, le front républicain, comme d'autres l'ont nommé, est fini à vos yeux ? Ah, je pense qu'il est fini dans la mesure où les Français n'en veulent plus. Parce que le moment est venu. Mais à vos yeux, Les Français veulent leur liberté. Voilà. J'ai toujours dit, et je l'assume, que les pires, pour moi, ce sont les insoumis. Je pense que ce parti n'est plus dans l'arc républicain. Donc, de façon générale, entre un insoumis et un RN, vous choisissez le RN ? Je choisis d'abord des candidats LR. Vous me reposerez la question. Bien sûr. Vous me reposerez cette question. Ouais, mais aujourd'hui, ça va se poser, vous le savez bien, dans les municipales. Eh bien, on en reparlera. Oui. On en reparlera. Non, c'est maintenant. On en reparlera. Non, parce que vous postulez, vous venez de dire quelque chose de contradictoire. D'abord, vous me dites que vous avez une belle implantation locale, ce qui est vrai. Ouais. Ce qui est vrai, puisque plus de 50% des communes de plus de 9000 habitants sont dirigées par quelqu'un de droite ou du centre. Donc, moi, j'espère bien qu'au second tour, la plupart du temps, ce sera des candidats qui seront de notre famille politique. La machine de guerre, on vous a entendu tout à l'heure, un peu en sous-texte aussi, vous tenez un parti, c'est quelque chose un parti, LR quand même si c'est plus tout à fait ce que c'était, il y a de beaux restes. Gabriel Attal, avec un peu de gourmandise, disait « moi j'ai beaucoup d'argent ». Est-ce que vous avez beaucoup d'argent ? On parle évidemment de l'argent du parti. Pour faire campagne, il en faut. Le parti, j'ai remis le parti au travail. Vous avez plus de 30 groupes de travail qui produisent, et ça c'est fondamental. Il faut combien d'argent pour faire une campagne ? Une campagne présidentielle, c'est entre 15 et 20 millions d'euros, sachant que quand on fait plus de 5%, l'État en paye la moitié. Vous les avez ? Et nous les aurons avec des dons, avec des financements. Mais ce qui est le plus important, avant l'argent, ce sont les idées. C'est la conviction qu'on va porter. Comment est-ce que demain, on va dire aux Français, nous, on a la solution pour redresser le pays. La sécurité et l'immigration, c'est votre marque de fabrique, en particulier depuis le ministère de l'Intérieur. Vous avez constamment buté sur le Conseil constitutionnel en particulier, dans la restriction du regroupement familial, la limitation des prestations sociales aux étrangers, le délit de séjour irrégulier, etc. Si vous êtes président, qu'est-ce qui changera ou qu'est-ce qui changerait ? Tout à l'heure, très concret. Je vais être très concret et je vais partir d'un exemple. J'ai parlé de renverser la table. Comment est-ce qu'on renverse la table en matière justement d'ordre public ? Il faut dire la vérité aux Français. Je suis ministre de l'Intérieur et quand je prends mes fonctions, il y a un événement qui me marque profondément, humainement. C'est la mort de la jeune Philippine violée et tuée par un clandestin sous OQTF. Nous faisons une loi pour qu'on puisse retenir ces individus les plus dangereux dans des centres de rétention, pour passer de 3 mois à 7 mois. C'est assez peu d'ailleurs, parce que l'Europe nous autorise jusqu'à 18 mois, et le Conseil constitutionnel censure. Donc, l'engagement que je prends aujourd'hui, c'est que pour remettre de l'ordre pour l'ordre républicain, il faudra remettre de l'ordre dans la Constitution. Je modifierai la Constitution pour qu'il puisse y avoir un référendum et qu'on consulte les Français. En matière de justice, parce que, regardez, vous ne l'avez pas cité, il y a eu un texte qui était timide, disons, pour la justice des mineurs. Le Conseil constitutionnel l'a censuré. Il a dit non, pour les mineurs, c'est d'abord le principe d'éducation avant le principe de sanction. Mais comment les parents savent bien que la sanction participe de l'éducation. Le Conseil constitutionnel va rester là et pas arme à la main chasser M. Ferrand de son bureau. Très concrètement. On va modifier la Constitution
l'article 11 pour élargir la possibilité du référendum. Aujourd'hui, on ne peut pas poser des questions aux Français. Les Français ne peuvent pas décider sur l'immigration ou sur la justice. Eh bien là, ce sera possible. Et quand le référendum, les Français le décident, le Conseil constitutionnel n'a plus droit au chapitre. S'il le refuse, il y a des moyens d'obstruction de la part du Conseil. 62. Moi, je vous donne une confidence personnelle. Moi, j'ai rencontré tel ou tel membre du Conseil constitutionnel qui disait on fera tout contre, parce qu'ils estiment, à tort ou à raison, que c'est un référendum xénophobe. Non, eh bien je modifierai la Constitution et le Conseil constitutionnel doit respecter la Constitution. Voilà. Et depuis 62, depuis le général de Gaulle, le Conseil constitutionnel a toujours jugé que dès lors qu'il s'agisse d'un référendum, c'est-à-dire l'expression la plus directe du peuple français, alors il n'avait rien à dire. Jusqu'où va votre euroscepticisme? Au total, est-ce que l'euro a été une bonne chose? Oui. Non, mais l'euro désormais était une bonne chose. Au départ, on ne revient pas là-dessus. Bien sûr qu'on ne revient pas là-dessus. Moi, je pense que une chose, il faut que l'Europe change de logiciel. On a des empires qui deviennent de plus en plus dangereux. Donc il faut une réponse européenne, continentale. Ça, c'est l'Europe. Mais on doit changer de logiciel. Et pour changer de logiciel, l'Europe doit être plus forte. Et pour être plus forte, je vais vous dire, il faut faire l'inverse de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Elle doit mieux se protéger à l'extérieur et elle doit arrêter de surréglementer à l'intérieur. Et en plus, nous, en France, on a rajouté des couches et des couches. Je terminerai pour dire que ce n'est pas l'Europe qui est le problème aujourd'hui. Si la France est affaiblie, ce n'est pas l'Europe qui a décidé des 35 heures. Ce n'est pas l'Europe qui a décidé l'endettement de la France. Ce n'est pas l'Europe qui a décidé de suspendre finalement la réforme des retraites et d'obérer l'avenir des jeunes générations. C'est Paris. Ce n'est pas Bruxelles, c'est Paris. Donc à nous, les Français, de nous retrousser les manches et de prendre des bonnes décisions. Ça veut dire quoi? Puisqu'on parle de ça, se retrousser les manches, est-ce que vous serez le monsieur rigueur à chaque élection? Et certains qui le disent, qui ne le font pas, qui le disent à moitié, est-ce que vous serez l'homme de la rigueur? En tout cas, je ne mentirai pas aux Français, je leur dirai la vérité. Ça fait 40 ans que la gauche nous serine, et parfois la droite a repris ce refrain. Travaillez moins et vous gagnerez plus. Ça n'est pas possible. Le résultat, c'est que les Français se sont appauvris. On sait depuis quelques semaines que désormais, le niveau de vie des Français est en dessous de la moyenne européenne. Nous sommes appauvris. Thierry Breton va jusqu'à dire sur notre antenne que tous les progrès sociaux, très louables, mais les progrès sociaux depuis 81, en fait, ont été achetés par la dette. Est-ce que vous le pensez? Je pense qu'aujourd'hui, parce que on a finalement moins travaillé, il nous manque, vous vous rendez compte, chaque année, il nous manque par rapport à la moyenne européenne 3 semaines de travail. Et dans une vie, 3 années de travail. Donc oui, ce qui s'est passé depuis ces dernières années, c'est qu'on a distribué des chèques, on a masqué l'appauvrissement collectif par la dette. Mais maintenant, la fête, elle est finie. Mais le résultat concret, c'est quoi? On va travailler plus? Il faut travailler plus. Mais quoi, on revient sur les 35 heures? Il faut travailler plus. Les 35 heures, est-ce qu'on revient sur les 35 heures? De sortir des 35 heures, mais d'en sortir pour que chacun soit gagnant. Le problème français aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Français ont moins de travail à leur disposition? Tout simplement parce qu'on a découragé le travail et on a encouragé l'assistanat. Ce que je veux faire, moi, c'est l'inverse. Je veux donner plus à ceux qui le méritent et moins à ceux qui profitent. Concrètement, ce que je ferai, c'est que pour 2 ou 3 heures de travail de plus par semaine, ce sera entre un 13e et 14e mois supplémentaire. Donc les Français auront plus de pouvoir d'achat et les entreprises auront plus de compétitivité parce que pour le salarié, comme pour l'employeur, je supprimerai à partir d'un certain seuil les cotisations. Comme ça, ce sera vraiment tout pour le salarié et pour l'employeur, plus de compétitivité. Et je ferai, pour combattre l'assistanat, parce que ce qui rend fou les Français, qui payent, qui cotisent, c'est qu'ils voient des gens qui vivent au crochet de la société. Donc ce que je veux faire, moi, c'est plafonner l'ensemble des aides sociales à 70% du SMIC, pour qu'on soit bien sûr qu'il y ait toujours un écart entre le revenu de la solidarité et le revenu du travail. Si on résume, est-ce que c'est un choc thatchérien? À l'époque, on aurait dit thatchérien. Aujourd'hui, peut-être milléiste. Alors, vous n'avez pas tout à fait le style Millet. Je suis assez loin à tous égards. Mais enfin, est-ce qu'il y a quelque chose là? Il m'arrive de tronçonner chez moi. Est-ce que vous tronçonnerez? Est-ce que vous tronçonnerez? Bien sûr qu'il faudra tronçonner. Ce que je veux dire, c'est que... Où ça? Soyons concrets. Attendez, parce pour que relever... les candidats à la présidence en général, alors dès qu'on leur dit par exemple moins de fonctionnaires, moins d'État, ils tournent autour du pot, ils disent non mais mieux d'État, et puis il faut des... Est-ce que oui ou non, il y aura moins d'État, moins de fonctionnaires si vous êtes président? Je vous réponds concrètement, mais pardon, pas par le petit bout de la lorgnette. D'abord, je reconstruis la prospérité par le travail. Je viens de vous l'expliquer. Ensuite, il y a un éléphant dans la pièce, c'est les dépenses sociales. Bien sûr qu'il faut réformer les retraites, bien sûr. Bien sûr qu'il faut réformer l'assurance chômage.
Bien sûr, comme ce qu'ont fait tous les pays européens. Donc, dès que Bien vous êtes sûr. à l'Élysée, vous relancez la réforme des retraites. Bien sûr, bien sûr, il faudra une réforme des retraites. Contre l'avis des Français majoritaires, bon ou mauvais. Oui, mais je leur majoritaire. dirai la vérité. Ils voteront pour moi, ils ne voteront pas pour moi, mais je leur dis qu'on ne peut pas sacrifier les futures générations. Ça n'est pas mon optique. Ouais. La dépense sociale, là aussi, regardez, est-ce que c'est normal que les Français qui cotisent soient moins bien remboursés qu'un clandestin qui bénéficie de l'aide médicale d'État et qui va être remboursé à 100%? C'est choquant, non? Donc, la dépense sociale, et puis il y a l'État. Oui, j'assumerai, je pense que l'État n'est pas suffisamment efficace. Il y a pratiquement 6 millions de fonctionnaires. Certains vont partir à la retraite. On ne remplacera pas tous celles et ceux qui partent à la retraite. Dans quelle mesure? Parce que pour l'instant, le nombre de fonctionnaires a continué à croître, ce qui paraît évidemment martien, vu la situation. Il a continué à croître. Là, vous irez en sens inverse? On ira en sens inverse. Il le faut, parce que... Quelle ordre de grandeur? Par exemple, Quelle ordre de grandeur? je pense qu'on a un problème d'efficacité, je pense qu'on a un problème de temps de travail, et je pense qu'il faudra... Là, vous slalomez. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vous demande un ordre de grandeur, et comme beaucoup d'autres, vous dites, on a un problème. Oui, on a un problème d'efficacité. Pas du tout, mais je pense qu'il faudra ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui partira à la retraite, notamment dans l'administration administrante. Ça voudra dire combien au total, à peu près? Ça veut dire autour de 200 250 000. Simplement, il y a l'intelligence artificielle. Et quand on voit ce qui se passe en France par rapport à ce qui se passe, notamment dans les pays européens, on a un problème d'efficacité de l'État. Parce que, je me souviens pour les policiers, pour les gendarmes, ils sont totalement asphyxiés par des procédures qui sont lourdes. Est-ce que ça veut dire un changement d'abord? Est-ce que ça veut dire un changement d'esprit? On a vu par exemple, là je crois que c'était hier ou avant-hier, l'État qui se mêle, à tort ou à raison, chacun est juge, mais de dire manger moins de viande. Alors manger moins de viande importée, ça c'est très bien, c'est très louable. Manger moins de viande en général. Est-ce que c'est à l'État de se mêler de toutes ces choses quotidiennes? Mais il y en a marre de l'État nounou. Il y en a marre. On a un État qui est obèse, qui est omnipotent et qui est impuissant. Impuissant à rétablir l'ordre, impuissant à contrôler les frontières. C'est ça qui ne va pas. Moi, ce que je veux, c'est remettre l'État à sa place pour que les Français puissent respirer. Je veux la liberté. Ce qui caractérise d'ailleurs la droite depuis longtemps, c'est la liberté. La liberté, d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis d'avoir cet élan créateur. En théorie, parce que alors, si on regarde la courbe de l'endettement, alors jusqu'à Giscard d'Estaing, c'était effectivement cette incarnation, mais ensuite, à l'endettement général, l'État a grossi de façon générale, de droite, de gauche, une espèce de malédiction des promesses de gens de droite. On se dit, tiens, c'est un libéral, et en fait, non. Une fois qu'ils sont à l'Élysée, ils se disent malgré tout, c'est confortable, il y a des gros électorats, et fonctionnaires, et en fait, ils continuent sur cette trajectoire. Qu'est-ce qui changerait avec vous? Mais ça n'est plus possible, parce que le surendettement, vous vous rendez compte que le seul paiement des intérêts de la dette... On voit que la France n'est pas tellement dégradée que ça, la signature de la France reste quelque chose. Darius Rochebin, demain, le pire peut nous arriver. Un exemple que les Français doivent savoir. Dans 2 ans, les seuls intérêts de la dette avaleront la totalité de l'impôt sur le revenu. C'est terminé, on ne peut plus. Simplement, Emmanuel Macron, 1200 milliards d'euros de dette supplémentaire. Pardon, Nicolas Sarkozy est sans doute un des seuls présidents qui a diminué la fonction publique. Il le faudra, et y compris d'ailleurs pour les fonctionnaires eux-mêmes, la fonction publique est trop nombreuse et du coup on l'a paupérisée. De quelle droite êtes-vous, pour résumer ça, ces positions? Au fond, vous avez 65 ans aujourd'hui, le Retailleau de 20 ans, il votait pour qui? Il votait à droite. Oui. Qui était l'incarnation? Qui était l'incarnation à l'époque pour vous? Non, mais à l'époque, la première fois que j'ai voté, c'était Giscard et Chirac. Voilà, et bien sûr Chirac, puisque c'était contre Mitterrand. Entre Giscard et Chirac, vous étiez quoi? Plutôt Chirac, mais... Chirac... Jacques Chirac. Oui. Mais ce que je veux dire... Pourquoi pas Giscard? Peu importe. Parce quelle est l'école? Quelle est l'affiliation? Parce que je trouvais que Chirac avait de la gueule, je trouvais que j'adorais l'écouter, il avait des accents, il était entraînant. Bon, voilà. Alors après, parfois, il m'a déçu sur d'autres plans lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Mais contre Mitterrand, regardez, la gauche quand même, la retraite à 60 ans, les 35 heures, c'est quand même la gauche, c'est pas la droite, pardon. Mais la droite n'est pas revenue en arrière. Mais à tort, elle a essayé de bricoler, à tort, je sais, à tort. Aujourd'hui, la bourgeoisie, ce mot de bourgeoisie, ça fait un peu marxiste, mais enfin, il y a toujours eu une bourgeoisie. Les bourgeois, traditionnellement, il y a des bourgeois de gauche, de droite, ceux qui lisent Le Monde, ceux qui lisent Le Figaro, mais enfin, c'était les gros bataillons. L'Allemagne a gardé ça. L'Allemagne a toujours un grand parti de centre-droit très important. En France, vous avez réduit au lavage. Comment allez-vous récupérer ces électeurs? Où est-ce qu'ils sont d'abord? Ils sont dans ce que j'appelle la majorité silencieuse, la majorité nationale. Je m'en suis aperçu
quand j'étais ministre de l'Intérieur, où j'ai beaucoup clivé, j'ai mis sur la table des propositions. Et alors, ma surprise, c'était que ces propositions-là, elles avaient l'assentiment de gens de droite, mais y compris de gens de gauche. Ça veut dire qu'il existe, comme le disait le général de Gaulle, une majorité nationale. Cette majorité veut que l'école instruise, que la justice sanctionne, que le travail paye plus, beaucoup plus que l'assistanat. Donc c'est à ces Français que je veux m'adresser. Et moi, je veux qu'on les respecte. Je n'accepte pas qu'on puisse désigner tel ou tel Français, ce sont des racistes parce qu'ils veulent moins d'immigrés. J'accepte pas qu'on les traite d'islamophobes parce qu'ils en ont marre du voile islamique. Vous voyez ? C'est cette majorité silencieuse, cette majorité nationale, cette France des honnêtes gens, comme je l'avais dit, à laquelle je vais m'adresser et qui va, j'en suis sûr, me porter. Il y a une révolution conservatrice dans le monde. Quand on voit Vance aux USA, et Trump évidemment, Meloni en Italie, la première ministre japonaise Sanae Takaichi, au Japon, je crois que presque tout le monde est de droite, enfin, j'exagère, mais enfin, la gauche est réduite à très peu de choses. Réduite. Est-ce que vous vous sentez porté par ça ? Je me sens porté par mes convictions, vous voyez, et je n'en ai pas changé. Et je pense que dans le monde actuel, où la technologie va tellement vite, où il y a eu d'abord cette mondialisation, les gens ont besoin de repères. Vous savez, on nous a imposé, on nous a dit, l'objectif c'est une société multiculturelle. Et au nom de ce multiculturaliste, on nous a dit, il faut que vous abandonniez vos coutumes, votre mode de vie, votre culture, votre civilisation. Non, il y a des attachements vitaux. Ça veut dire, pardon, il y a une internationale conservatrice. Dieu sait si vos adversaires ont joué, certains disent internationale réactionnaire. Est-ce que vous vous sentez d'une internationale de ce point de vue ? Attendez, il y a une différence. Moi, je pense qu'il y a deux idées idiotes. Celle qui consiste à dire, c'est le progressisme, ce sera forcément mieux demain. Et celle qui consiste à dire, c'était forcément mieux hier. Ça, c'est la réaction. Moi, je pense que, mais c'est notre vie, c'est nos vies personnelles. Il faut sauver et il faut conserver ce qui est bon et changer ce qui n'est pas bon. Réformer. Un ancien Premier ministre anglais avait dit, il faut réformer ce qui vaut et conserver ce qu'il faut. Des gens comme Vance vont très loin. Ils disent, il y a un suicide civilisationnel. Le pensez-vous ? Je pense que, oui, je pense que par exemple l'Europe, lorsque elle a fait la promotion du hijab, elle disait d'ailleurs, souvenez-vous, le slogan c'était la liberté dans le hijab. Oui, l'Europe a eu cette tentation. L'Europe a eu cette tentation comme le monde occidental, avec une mauvaise conscience. Cette mauvaise conscience nous habite, et nous les Français, il faudra disqualifier notre histoire. Moi je veux au contraire, notamment pour les jeunes Français, donner une France à aimer. Je pense que si on veut réussir à redresser la France, on ne le fera pas si on se culpabilise. Au contraire, c'est la fierté française que je veux porter. Il y a une supériorité de l'Occident à vos yeux ? Il n'y a pas de supériorité de l'Occident. Simplement, l'Occident, c'est une géographie, l'Ouest, c'est une histoire qui prend ses racines en Grèce, à Rome, à Jérusalem, des racines judéo-chrétiennes. Mais l'Occident, c'est d'abord un élan de liberté. C'est d'abord un grand élan de liberté. Et c'est élan créateur qui nous a permis, sur le plan artistique, sur le plan philosophique, sur le plan scientifique, de donner au monde de très belles découvertes. Et ça, l'Occident doit en être fier. Il faut arrêter la repentance perpétuelle. En termes de démographie, que changer ? On donne l'exemple du Japon. Mais le Japon, il a fait un choix très clair. Il a moins de migration et il accepte de décroître. Ils sont au moins, c'est un choix très clair. On est pour ou contre, mais c'est un choix très clair. Est-ce que c'est l'avenir de la France ? Avec un choix sur la robotisation. C'est le choix qu'il a fait. Est-ce que vous imaginez pouvoir dire aux Français, vous êtes tellement hostile à l'immigration qu'on est prêt à décroître démographiquement ? Non, moi ce que je dis aux Français, c'est que la natalité, c'est notre destin. Oui. Et au rythme où on va, on perdra 40% de la population en 2 générations. Comment le remplacer ? Eh bien, non, il faut faire une vraie politique de la natalité. Mais il faut faire. Dit Emmanuel Macron, c'est dit tout le monde. Vous savez très bien que ça n'a jamais marché. Depuis l'empereur Auguste, ça n'a jamais marché. Mais si, ça a marché. Mais vous vous trompez d'un. Donnez-moi un exemple. Vous vous trompez. Donnez-moi un exemple. Mais la France, de l'après-guerre jusqu'aux années Mitterrand. Mais c'est pas une décision politique. C'est pas les politiques qui ont fait ça. Ça, c'est autre chose. C'est le baby-boom. Mais pas du tout. Le baby-boom, bien sûr, après la guerre. Mais juste François Hollande a en réalité déchiqueté la politique familiale. Par exemple, en abandonnant l'universalité des allocations familiales. Et on a vu tout de suite la natalité, comment dirais-je, s'affaisser. En réalité, il y a un problème. On veut nous faire croire que François Hollande, il a sans doute beaucoup de défauts. On ne va pas dire que c'est François Hollande qui a fait changer la natalité en France. On veut nous faire croire, si beaucoup de démographes ont montré qu'il y a un lien entre les politiques natalistes et celles qui ne le sont pas. Simplement, on veut nous faire croire en France que les Français ne veulent plus d'enfants. C'est faux. Les Français ont un désir d'enfant supérieur
à ce qu'ils ont en nombre d'enfants. Parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Ce que moi je propose, c'est un revenu familial, déconnecté du revenu, sans condition de ressources, de 300 € par enfant. Les étrangers ne pourront pas le toucher avant 5 années de carence sur le territoire français, et à condition, bien entendu, qu'il soit en règle. Ce que je propose, c'est une nouvelle politique du logement. Par exemple, avec une déductibilité des taux d'intérêt, des intérêts. Parce que quand on a des enfants, il faut une chambre d'enfant. Donc il faut acquérir ou louer un appartement, etc. On va changer les choses. On ne va pas faire une émission entière sur la natalité, mais vous savez, comme moi, dans les années 30, les gens avaient des conditions de vie souvent beaucoup plus difficiles et ils faisaient plus d'enfants. Donc ce n'est pas en donnant de l'argent, des allocations, il y a deux choses. Mais il y a deux choses. Il y a d'abord un état d'esprit. Le problème aujourd'hui, vous parliez du progressisme et du conservatisme. Je pense que la grande déprime occidentale, elle vient de ce qu'on s'est coupé du passé et de l'avenir. On s'est coupé du passé parce qu'on refuse les héritages, on refuse les filiations, pourtant, qui nous relient aux générations précédentes. Et on refuse aussi l'avenir, parce que les écolos-dingos nous promettent l'apocalypse. Et donc, on est bloqué dans le présent. Donc, bien sûr qu'il y a des éléments de fierté, vous voyez, de redire qu'on est une grande civilisation. Et ça peut compter, mais il y a aussi des éléments matériels. C'est toujours la même chose. Vous aviez marqué les esprits. L'immatériel et le matériel, les deux en même temps. Dans cette même émission, vous aviez dit il y a quelques mois, l'immigration n'est pas une chance. Et vous avez été soit applaudi, soit très critiqué pour cette netteté, disons. Est-ce que le métissage vous dérange ? Moi, je suis frappé de voir ces derniers temps, dans beaucoup de milieux de droite ou d'extrême droite, ils publient des photos simplement de Paris ou de Londres ou de Prague ou que sais-je, en 1950 et en 2026. Et effectivement, la foule a changé. De fait, la foule est plus métissée. Est-ce que vous faites partie de ceux qui, pas par racisme évidemment, mais par logique culturelle, sont gênés par ça? Non, mais il y a un métissage qui tient aux individus. Je ne vais pas dire demain aux Françaises et aux Français, vous devez vous marier avec tel et tel type de gabarit. Mais la société est plus métissée. C'est ce que M. Mélenchon appelle aussi la créolisation. Est-ce que ça vous gêne? Il l'appelle maintenant le grand remplacement, vous voyez. Il reprend d'ailleurs le terme qui vient de l'extrême droite. Pas avec le même sens, soyons honnêtes. Mais... Avec le même sens, mais il l'a repris très récemment. Est-ce que ça vous gêne, vous? Moi, ce que je veux, c'est que la France reste la France. Avec nos coutumes. Moi, je défendrai, vous voyez. Mais vous ne répondez pas tout à fait. Est-ce que ça vous gêne, ce mouvement démographique qui est là? On l'apprécie ou non? Je pense très nettement qu'il faut reprendre la main. L'arrêter. Qu'il faut reprendre la main sur l'immigration, bien sûr. Parce qu'il y a un nombre qui est dépassé, où on ne parvient plus d'ailleurs à intégrer. Et donc, je changerai la Constitution, mais j'aurai des mesures extrêmement fermes sur le droit d'asile qui est totalement dévoyé, sur les étudiants, sur le regroupement familial, sur les sorties. Je soumettrai par exemple les OQTF. Quand je vois l'Algérie, on leur donne 250 000 visas. Franchement. Et ils ne nous donnent pas de laissez-passer consulaire pour reprendre les Algériens qui sont dangereux, qui n'ont rien à faire sur le sol français. Moi, j'imposerai une règle. Vous ne me donnez pas de laissez-passer consulaire, vous ne reprenez pas vos OQTF, il n'y a plus de visa. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, quand on regarde les questions de mœurs, nos générations ont connu, vous parliez tout à l'heure de la famille qui a été déconstruite. C'est un peu l'idée que vous défendiez. Sans remonter à Mathusalem, alors il y a eu la banalisation du divorce, la contraception, l'avortement, le droit à l'avortement, le mariage homosexuel, demain peut-être la GPA, la facilitation de la transition de genre. On est sorti de la cellule traditionnelle, familiale, etc. Pour vous, où s'arrête cette évolution ? D'abord, je pense que cette idéologie très libertaire des années 68 a fait beaucoup de mal à la France. On a voulu interdire l'interdit, on a sapé l'autorité, on a sapé le respect, et on a fait ce que j'ai appelé une fabrique de barbares. Sur ce qui est intime, sur ce qui est des mœurs... La limite, c'est où, d'après vous? Si vous êtes à l'Élysée demain? Eh bien, moratoire. C'est le moratoire. Je ne reviendrai pas sur les textes du passé, mais les lois sociétales, il y en a marre. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, les hommes politiques, quand ils sont impuissants, eh bien, ils se réfugient dans le symbole, sur ce genre de texte. Il y a une limite que je n'entends pas franchir, c'est la GPA. La gestation pour autrui, pour moi, c'est scandaleux. Il n'y a pas de gestation pour autrui éthique. Ça n'est pas vrai. Ce sont des hommes riches qui louent le ventre des femmes pauvres, en ignorant d'ailleurs le lien intime qui se tisse dans le sein de la maman, entre la maman et puis le bébé. Pour moi, c'est la marchandisation de l'existence. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des choses qu'il ne faut pas préserver?
de cette financiarisation. Il y a une part humaine. Vous savez bien, que dites-vous à ces couples homosexuels aujourd'hui qui vont effectivement, qui ont une mère qui porte un enfant, parfois à l'autre bout du monde, et qui, certains sont publics, qui se présentent en disant voilà, nous sommes des familles heureuses. Écoutez, je leur dis qu'il y a des principes, et ces principes-là, j'y tiens beaucoup. Je comprends la souffrance. Donc vous leur dites non. Mais je dis non, parce qu'il y a des principes qui sont supérieurs, et encore une fois, pour ces femmes pauvres, vous vous rendez compte, faire un contrat avec de l'argent derrière, pour dire à une femme, tu abandonneras ton enfant lorsqu'il va naître. Je pense que ça n'est pas la conception que j'ai de ce qui est humain et de la civilisation. La société a changé. Mes collègues me disaient tout à l'heure, beaucoup, voilà, parent 1, parent 2, dans les formulaires d'inscription. La France de Retailleau reviendrait là-dessus ? La France de Retailleau non, c'est moratoire pour tout ce qui existe. Mais encore une fois, je veux redresser la France et il y a des limites qui sont infranchissables pour moi. J'en ai donné une, la gestation pour autrui. Là, vous avez une image, plus qu'une image, vous êtes un catholique revendiqué. C'est pas si courant en France. Il y a ce vieux réflexe un peu laïcaire qui fait que souvent même ceux qui le sont n'osent pas trop le dire. Vous l'êtes absolument. C'est toujours les autres qui m'en parlent. Je ne suis pas un catholique identitaire. Je ne brandis pas ça sur un étendard. Pour moi, il y a une dimension de discrétion, une dimension intérieure. Ça compte pour moi. Je ne renie rien du tout. Ce que je veux vous dire d'ailleurs... Est-ce qu'il y a eu un excès, pardon, vos amis du Vatican, enfin vos amis, oui, ils ont cette expression laïcissimo, pour dire en France on est allé trop loin dans la laïcité. Est-ce que vous le pensez, vous ? Non, mais moi je suis français, je suis attaché au modèle républicain. La laïcité, au contraire, c'est la liberté, que chacun puisse exercer sa foi, croire ou ne pas croire. Mais vous savez, quand on a une foi, comme je l'ai, elle est intime, c'est pas pour autant qu'on se croit supérieur aux autres. Je pense que c'est même parfois l'inverse. Je pense qu'il y a une forme d'intranquillité. Une forme d'intranquillité parce que on sait qu'il y a un idéal très au-dessus de vous et on connaît ses propres faiblesses et on mesure l'écart. Peu importe. Je vous pose ces questions. Là, pardon de vous couper, mais qu'on comprenne bien, je ne veux pas rentrer dans votre intimité morale, mais quand on est candidat à la présidence, tout à coup, on bascule dans une autre dimension, si j'ose dire. Vous êtes catholique jusqu'où ? Est-ce que vous allez à la confession, par exemple ? Vous confessez ? Ça me regarde. Je suis catholique, simplement, et ça me regarde. C'est toujours politique. Rappelez-vous, Général de Gaulle, on scrutait s'il communiait ou non. Il a communié 2 ou 3 fois. Si vous êtes président de la République, est-ce que vous pourrez communier ? Non, quand j'étais ministre de l'Intérieur, je ne communiais jamais. Quand j'étais en représentation, je ne communiais jamais. Vous faites bien de parler du Général de Gaulle. Pour moi, c'est l'exemple. C'est le modèle. On sait qu'il avait une foi extrêmement ardente, mais on sait qu'il faisait la part des choses. Et je souhaite faire la part des choses parce que c'est quelque chose qui est intime et je ne veux pas l'imposer à l'ensemble de mes compatriotes qui n'ont pas parfois de foi du tout parce qu'ils sont athées ou qui professent une autre religion. Vous n'avez pas répondu sur la confession. Ah, il m'arrive, bien sûr que je suis un grand pécheur devant l'Éternel, vous voyez. Donc vous allez à la confession. Il m'arrive de me confesser, bien sûr. Bien sûr. Vous savez à quel point ce sera attaché à vous ? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une démarche qui est difficile d'avouer ses fautes, mais qui est aussi salutaire, y compris d'ailleurs au-delà même de la religion, parce qu'il faut revenir sur soi, il faut se questionner. Vous savez, qu'est-ce qui distingue d'ailleurs la civilisation européenne ? C'est cette capacité d'auto-interrogation, de se remettre en question. Et ça, c'est fondamental. Ça ne veut pas dire qu'on a des convictions molles. Vous savez que j'ai des convictions qui sont très fermes, que je n'ai jamais abandonnées d'ailleurs. Mais il faut aussi faire la part des choses. Il faut revenir sur soi, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait. Je vous pose ces questions, vraiment pas, sans aucun jugement, mais vous savez, non, pas du tout. Est attaché à l'idée dans mon jardin personnel. Oui, bien sûr, mais candidat à la présidence de la République, c'est ça. J'accepte et je réponds en toute franchise. Est attaché à vous, pardon, cette image un peu... Et en toute sincérité. Et un peu curé, un peu conservateur, un peu réac. Certains diront un peu ringard. Quels artistes, par exemple, iront chanter au meeting de fin de campagne de Bruno Retailleau ? La gauche, vous savez, ils en ont plein. Très éclectique. La gauche, ils en ont plein. Le RN, c'est un peu rajeuni, sans doute beaucoup, même avec Retailleau. Vous, imaginons... avec Bardella, pardon. Voilà, c'est un lapsus. Comment dit-on ? Sarkozy, il avait Johnny, il avait un certain... Qui viendra ? Quel artiste viendra chanter au meeting de Bruno Retailleau ? D'abord, la musique a beaucoup compté pour moi. Quand je disais que je vivais avec ce sentiment de gratitude, dès 20 ans, j'avais créé dans ma petite commune rurale une école de musique, parce que je voulais faire profiter de la musique. Alors, donc ça a beaucoup compté. Musique classique, de la variété. Alors, il y aura peut-être la chorale. J'adore Véronique Sanson. La chorale.
Jeanne Chéral, j'adore. Je suis très éclectique. J'adore ABBA, vous voyez, groupe Je des ne suis pas années. sûr qu'Abba viendra, mais années enfin, si 70, vous les non. reconstituez chez vous, oui. Non, mais j'adore la chanson française, j'adore la variété internationale et je suis très très éclectique et j'aime la musique et j'écoute très souvent de la musique. Bruno Retailleau, on revient au début, je vous taquinais là-dessus, mais c'est vrai que le choix du lieu, on est ici en Vendée, pour beaucoup de Françaises et de Français, ça incarne une France conservatrice et même, pour reprendre votre distinguo tout à l'heure, réactionnaire, c'est-à-dire qui a résisté à la République, qui était royaliste. Écoutez, j'étais dans les années, quand j'étais jeune sénateur, j'étais le spécialiste du numérique. Ça me passionne. Quand on aime la France, quand on est patriote comme je le suis, est-ce que c'est être conservateur? Quand on dit oui, j'assume des racines historiques, une culture judéo-chrétienne, est-ce que c'est être conservateur? Moi, je ne le crois pas. Beaucoup de Français, à ce compte-là, seraient conservateurs. Simplement, moi, je pense que l'enracinement est important. Et je vous ai dit ma démarche, cette notion de gratitude. Essayez de donner à ceux qui m'ont beaucoup donné quelque chose que j'ai reçu. Voilà. Et la Vendée, contrairement à ce que l'on peut penser parfois, c'est un des départements les plus dynamiques de France. Est-ce que vous savez que c'est ici que vous avez le plus d'entreprises par rapport au nombre d'habitants, le plus d'associations, de bénévoles, le don de soi, la culture de l'adversité, l'esprit d'entreprise. Alors c'est vrai, quand on est vendéen, on se dit « oh là là, faut pas compter sur Paris, rien de bon n'arrive sur Paris ». Ouais. Mais ça nous a permis, dans notre histoire, de nous relever, de nous remettre debout. La Vendée, et j'ai ces deux portraits, je les avais à Beauvau, je les ai toujours dans mon bureau, Ouais. c'est Clémenceau, bouffeur de curé. Il n'est pas loin d'ici Il d'ailleurs. n'est pas loin d'ici, il est enterré tout près d'ici. Le père La Victoire, extraordinaire. Et il disait, c'est au caractère vendéen que je dois le meilleur de mes qualités. Le courage, l'obstination têtue et un certain nombre d'autres qualités. Et puis, le maréchal Jean Delattre de Tassigny, qui a signé le 8 mai 1945, c'est lui qui signe l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie pour la France. Lui était catholique. Et Clémenceau était un bouffeur de curé. C'est la Vendée et c'est la France. Et la Vendée, finalement, aujourd'hui, si elle est dynamique, parce que son histoire, parce qu'elle a souffert, c'est une énorme souffrance. Allez, petite parenthèse, puisque vous parlez du syncrétisme. Quand on est candidat à la présidence de la République, à un moment donné, il y a une espèce de dépassement, même si vous assumez une position très à droite, très claire. Allez, petit questionnaire, c'était celui qu'on a soumis à nos invités, les derniers. Dans le paysage politique actuel, le plus cultivé, qui est-il ? Le plus cultivé aujourd'hui, le plus cultivé aujourd'hui dans le paysage politique, Ouais. vous voulez dire? Oui. Il y a de moins en moins de culture. Hein. Allez, Gérard Larcher, très cultivé. Gérard Larcher, le plus intelligent. Le plus intelligent. Allez, il faut répondre. Le plus intelligent. Allez. Non, Opposition aussi, évidemment. Hein. Pardon? Vos opposants aussi, c'est le jeu. Non, le plus intelligent, il y en a beaucoup d'intelligents, mais c'est... Ah, attendez, Non. ça paraît modeste de votre... Si vous n'accordez pas d'intelligence à des adversaires, alors qui à beaucoup. Allez, un. Allez. Mais à beaucoup. Le plus intelligent. Non, mais ce genre de... Non, c'est Le plus habile. Le plus habile. Le plus habile. Beaucoup citaient souvent François Hollande comme très, très habile. Il sera un adversaire potentiel pour vous? Il peut l'être. Vous y croyez? J'attends de pied ferme. Le plus retors? Ça peut être aussi parfois le plus habile. Ça peut être le Premier ministre aussi. Monsieur Lecornu? Possible. Le plus sincère? Je crois que je suis très sincère. Je pense très franchement qu'une des qualités que j'ai beaucoup de défauts, hein. Les Français vont s'en apercevoir. Mais la sincérité, très franchement, personne ne peut me l'enlever. Un dernier mot sur les lieux, là, le bocage vendéen qui nous entoure. Il y a le drapeau européen, le drapeau français, le drapeau de la Vendée. La présence des morts, pour toute personne, et évidemment pour un candidat président de la République, je me rappelle Mitterrand élu, hein, qui tout de suite fait référence à ces morts. Qu'est-ce que c'est pour vous ici? Moi, je pense qu'on ne se fait jamais tout seul. Ce sont les autres qui nous font, ce sont les miens. Ma famille, j'ai parlé de mon père, mon grand-père, qui avait reçu une balle qui lui avait traversé la gorge en 1914. Et je me sens redevable. De ce point de vue-là, je suis comptable à la fois de ceux qui sont venus avant moi, qui ont bâti une France, encore une fois parfois au prix de leur sang, mais je suis comptable aussi pour les générations futures. Si je me présente aujourd'hui, c'est d'abord en pensant à la jeunesse, à la France qu'on va leur donner, leur laisser. Votre mère est de ce monde, quel âge a-t-elle? 86 ans. Elle habite pas loin d'ici. Elle habite tout près d'ici, tout près à Saint-Malo-du-Bois. Moi, j'habite à quelques kilomètres dans la ferme que mon grand-père donc avait acheté avant la guerre. Vous lui avez dit à votre mère que vous étiez candidat? Elle le sait, elle le sait. Vous l'avez averti quand?
il y a quelques jours. Mais Qu'est-ce qu'elle vous a dit? avant même qu'elle ne le sache, elle l'avait senti. Parce que c'est une mère. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Vous savez, un fils pour une mère, c'est forcément très bien. Tout ce que je fais, voilà. Donc, elle m'encourage. Merci Bruno Retailleau Merci. de cet entretien. Merci. Merci à vous.